où on va accueillir le docteur Pascal Fangio, qui est anesthésiste et responsable de l'UAV à Thonon-les-Bains, qui va nous parler du PIC-Port et faire un petit point sur, qu'est-ce que c'est, où on en est sur le PIC-Port. Merci de l'invitation par Vigon. Alors, moi, je vais faire une petite présentation sur le PIC-Port. Alors, quand on pense en fait au dispositif veineux implantable, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est effectivement ce qu'on voit habituellement. C'est une chambre implantable thoracique qu'on va appeler porte à 4, qu'on va appeler ce qu'on veut. Et on peut s'imaginer que dans ce genre de situation, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer justement un PIC-Port avec une chambre qui ne serait plus insérée au niveau thoracique, mais au niveau du bras. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les PIC-Port, en tout cas les armes portes ou les portes à 4 brachiaux, c'est pas une idée nouvelle. Ça date des années 90. Le problème, c'est que ça a eu une très très mauvaise réputation, puisqu'on s'est retrouvé en fait avec des énormes complications derrière, et donc ça a été abandonné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ça avait une mauvaise réputation. C'est tout simplement parce qu'on avait donc des PIC-Port qui étaient insérés le plus souvent par des radiologues. C'était fait donc le plus souvent sous fluoroscopie, il n'y avait pas d'éco-guidage, on ne repérait pas les diamètres de la veine. On avait parfois même des insertions qui étaient faites au niveau des veines du pli du coude, et donc on avait de nombreuses plicatures ou de nombreuses occlusions des cathéters. Et donc on a un regain d'intérêt en fait depuis maintenant pas mal d'années, puisqu'on a développé l'insertion, la mise en place des midlines et des PICC-lines avec les échographes. Et du coup, l'idée est venue de se dire pourquoi pas à ce moment-là retrouver en fait cette idée-là, c'est-à-dire d'implanter des portes brachiaux, mais avec cette nouvelle technologie et en utilisant bien sûr en fait du matériel pédiatrique, c'est-à-dire des chambres implantables very low profile qui ont une hauteur qui est limitée aux alentours de 8 mm, avec des cathéters de 5 French et des micro-introductions. La technique d'implantation, elle doit être rigoureuse. En fait, vous savez tous, beaucoup d'entre vous posent des midlines et des PICC-lines. On utilise en fait des protocoles d'insertion qui ont été dictés par le Gavel 7, qui est le groupe italien des accès vasculaires. Les protocoles existent depuis le début des années 2010. Ils ont été remis au goût du jour en 2017. Et là, depuis 2023, l'équipe du Gavel 7 a copié, fait un espèce de copier-coller de ces recommandations pour la mise en place des PIC-Port. Et on va voir successivement. Donc il y a 8 étapes, on va les voir ensemble. Donc la première étape, ça va être l'évaluation pré-procédurale en fait du système veineux du patient au niveau des deux bras, des deux membres supérieurs, au niveau des veines du cou, tout ça par échographie bien sûr. La deuxième étape, c'est bien sûr le champage chirurgical avec une asepsie rigoureuse. La troisième étape, ça va être là l'étape fondamentale importante, ça va être le choix de la veine. Comme il a été dit ce matin dans le premier topo, il faut choisir une veine dont le diamètre est au moins supérieur à 3 fois le diamètre du cathéter. Et donc il ne faut pas hésiter le plus souvent à aller piquer assez haut, quitte à piquer en fait des veines axillaires au niveau du creux axillaire. L'autre particularité de cette étape, c'est de déterminer ici l'implantation en fait de notre chambre implantable. On va essayer de se mettre dans la zone verte dite de Dow Zone. Cette zone verte, c'est quoi? C'est une zone qui doit être le plus éloignée possible du pli du coude pour éviter tous les phénomènes effectivement de piqûre, et puis également éloignée du creux axillaire qui est la zone humide, la zone un petit peu sale. Donc il va falloir que si on implante un porte à 4 au niveau d'une veine axillaire, au niveau du creux axillaire, il ne faudra pas avoir peur effectivement de faire des tunisisations assez longues. La quatrième étape, on va utiliser l'échographe également pour identifier toutes les structures qui sont à éviter, en particulier le nerf médian, l'artère axillaire, le nerf cutané médial du bras. On va utiliser comme matériel de ponction veineuse des kits de micro-introduction. Le but, c'est d'être le moins délétère possible pour les veines. Donc ces kits de micro-introduction, ça va être des îlets qui vont faire 5 French, donc qui vont être globalement le diamètre que vous allez utiliser pour mettre votre cathéter. Un guide droit en nitinol qui va être atraumatique, et bien sûr une petite aiguille de 21 gauge.
On va utiliser également, d'après le protocole, toujours l'échographe pour se guider en fait. Le but c'est que une fois que vous avez effectivement mis en place votre aiguille, que vous avez monté votre guide, c'est intéressant de pouvoir effectivement vous guider grâce à l'échographe pour voir s'il prend la bonne direction. Là dans l'image que vous avez vue là tout à l'heure, on a donc vérifié que le guide allait bien au niveau de l'artère axillaire, en particulier au niveau thoracique. La 7e étape, c'est l'évaluation effectivement de l'extrémité, enfin du bon emplacement de l'extrémité distale du cathéter. Je vous rappelle donc qu'on veut que le cathéter soit à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. On va utiliser pour ça donc le CG intracavitaire et on peut également s'aider, toujours grâce à l'échographie, en fait de ce qu'on appelle le bubble test, où on va injecter un mélange de sérum physiologique avec des bulles et on essaie de déterminer s'il y a une apparition en moins d'une demi-seconde au niveau de l'oreillette droite, ce qui nous permet de confirmer en fait la bonne position de l'extrémité du cathéter. Enfin, la dernière étape, c'est la mise en place effectivement appropriée du réservoir. Ça va être au niveau du biceps. On va se mettre au niveau du fascia du biceps. On fait donc une hydrodissection avec un mélange de xylocaïne adrénalinée, puis nous on utilise un petit peu de bicarbonate. Fermeture bien sûr nous on fixe pas la chambre au niveau du fascia. On va fermer avec la peau avec une suture résorbable intradermique et puis on va mettre de la colle biologique. Alors les avantages du PICC-Port, les avantages du PICC-Port, c'est que déjà vous évitez les complications graves au moment de l'insertion. Alors certes, depuis qu'on utilise l'échographe, il est clair qu'on voit de moins en moins de pneumothorax ou d'hémothorax, mais ça reste quand même un risque qu'on prend. Donc on évite les hémopneumothorax, les embolies gazeuses. On peut éviter également les ponctions artérielles accidentelles d'un gros vaisseau. Et puis on peut imaginer que des îlets de 7 French dans une carotide, voilà, ça peut faire d'énormes dégâts. C'est une implantation qui est facile. Pourquoi ? Parce que globalement, la technologie du PICC-Line, beaucoup d'entre nous en fait la maîtrisent déjà. Et on a également une certification du patient qui est fondamentale, puisque le plus souvent, le patient, pour lui, c'est beaucoup moins stressant d'avoir la mise en place d'un PICC-Port, même dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est démontré déjà de plus en plus par des études qui sortent, des cas cliniques et des études de satisfaction des patients. Il est indiqué, alors c'est des indications particulières qu'on peut retenir, c'est essentiellement le cancer du sein effectivement chez la jeune femme pour le côté discrétion. C'est lorsque vous avez votre région cervico-thoracique qui est inaccessible, on peut imaginer un patient qui a une trachéotomie, des cicatrices cervicales ou une radiothérapie au niveau thoracique, on est embêté. Et puis les patients qui ne peuvent pas tolérer la position du décubitus strict, en particulier les insuffisants respiratoires sévères, puisqu'on peut mettre un PICC-Port comme un PICC-Line demi-assis. Les contre-indications sont celles du PICC-Line. Je les reprends rapidement, c'est effectivement le syndrome cave supérieure. On peut pas, effectivement, il y a une compression au niveau du territoire cave supérieure, on ne peut pas mettre de cathéter. Ça va être les insuffisances rénales avec les risques de dialyse et de fistule artério-veineuse. Bien sûr, le diamètre de la veine. Si vous avez un diamètre de veine qui malheureusement n'est pas adéquat, il est déconseillé de mettre un PICC-Port. Tous les problèmes ostéo-articulaires, les antécédents de curage axillaire dans les cancers du sein, les troubles de la coagulation. Et il est retenu également une contre-indication qui sont les chrono-infusions. On a vu ce matin donc un petit topo sur effectivement les chrono-infusions par élastomère. C'est les patients qui ont essentiellement des cancers digestifs, qui reçoivent du 5FU et qui ont des perfusions au domicile pendant 48 heures. Et le fait d'avoir un PICC-Port, effectivement, ça peut être un petit peu une source, on va dire, de désadaptation de l'aiguille de Huber avec un risque d'extravasation. Alors ça c'est bien beau, on a vu que l'implantation elle était plus ou moins facile, qu'on avait très peu de risques, mais bon, encore faut-il que le matériel il soit fiable, c'est-à-dire est-ce qu'on a moins, voire autant de complications qu'on en verrait avec un chest port, en fait un port thoracique standard. Alors quand on reprend la littérature, rapidement, les infections des chest ports, des portes thoraciques, c'est la prévalence de ces infections, dans la littérature, elle est comprise entre 5 et on va dire 8%. Quand on regarde les thromboses des mêmes chest ports, l'incidence globale, c'est un peu moins de 3%.
Et puis quand on s'attache aux complications mécaniques, là, que dans les complications mécaniques, alors ça va être essentiellement les rotations, les flips du réservoir, ça va être les occlusions de KT, ça peut être malheureusement les problèmes de cicatrisation cutanée ou les expositions même du réservoir. Dans la littérature, on retrouve entre 2,5 et 4% de risque de complications. Pour les PICPORT, moi je me suis basé sur 2 grosses études, qui sont les études en fait qui ont été faites donc par le groupe italien des accès vasculaires. La première étude, c'est une étude qui date de 2019, c'est une étude prospective. C'était des femmes qui avaient un cancer du sein. Il y en avait 418 et donc elles ont toutes bénéficié de la mise en place d'un PICPORT. Le suivi médian, il était aux alentours de 215 jours et donc le taux de thrombose, il était de 2,4%. Et puis le taux d'infection, il était de moins de 1%. Cette étude, elle a été amplifiée par une nouvelle étude qui est sortie en 2022, qui est toujours une étude du Gavel-7. Cette fois-ci, elle est multicentrique. Il y a quasiment 4500 patients qui ont été inclus. Et là aussi, avec des résultats qui sont assez encourageants, puisqu'on a là aussi des infections qui étaient de moins de 1,4% en globalité et 2% de thrombose. Lorsqu'on cumule les deux études, globalement, donc comme je vous ai dit, on est aux alentours en fait de ce qu'on voit dans les chest ports, dans les portes thoraciques, c'est-à-dire qu'on a les mêmes complications à long terme, et donc le risque en fait d'explantation pour une complication grave, il est aux alentours au maximum de 2%. Donc ça reste voilà quelque chose qui paraît assez fiable. Donc pour résumer, le risque de complications graves à l'insertion, il y en a très peu. Il n'y a pas de différence en termes de thrombose entre le PICPORT et le chestport, mais bien sûr, il faut respecter un protocole d'insertion strict. C'est le CIP protocole. Et le choix, il doit se baser essentiellement sur des critères de faisabilité, sécurité, efficacité, et c'est aussi le choix éclairé du patient. Alors, je vais vous présenter un petit peu notre équipe d'accès vasculaire de Thonon-les-Bains. Donc, Thonon-les-Bains, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Haute-Savoie. C'est à côté du lac Léman, hein, on est frontalier avec la Suisse. Donc l'équipe, elle existe depuis 2014, donc c'est des IAD donc sous délégation de tâches, hein, qui est implanté déjà depuis 2014 donc des PICC-line et des midline sous échographie. Et on a commencé donc à développer l'activité des portes à 4 à partir d'octobre 2022 et depuis le novembre 2023, on a commencé à poser notre premier PICPORT. On a 5 infirmiers anesthésistes implanteurs. Il y a un médecin référent, c'est moi-même, il y a un chirurgien référent et on a 2 vacations hebdomadaires au bloc opératoire, les mercredis et les jeudis, pour la pose des portes à 4. J'ai fait un petit recueil de données sur les 9 premiers mois. Alors là aussi, hein, c'est les 9 premiers mois, donc on ne va pas faire des statistiques, c'est juste pour vous montrer une photographie hein, de ce qu'on fait depuis maintenant pratiquement 1 an. J'ai donc colligé le nombre de portes à 4 qu'on a posées. Au total, il y en a eu 214. Les portes à 4 thoraciques classiques, c'est 31% de nos patients. Les PICPORT, c'est 68%, et on a posé 2 portes à 4 en PICPORT, c'est-à-dire en fémoral, parce qu'ils avaient des syndromes cave supérieur. Donc ça reste anecdotique, mais on en a posé quand même 2. Et on a colligé donc les événements indésirables et surtout les événements indésirables graves, c'est-à-dire ceux qui ont malheureusement nécessité une explantation du dispositif. Les caractéristiques de nos 214 patients, ils étaient assez jeunes, hein, tout compte fait, 66 ans, il y avait un petit peu plus d'hommes, et on voit ils étaient ni en surpoids, ni dénutris, et les principaux cancers, c'est comme les cancers qu'on voit dans tous les jours, hein, ça va être du sein, du digestif, on a du cancer pulmonaire, et pas mal de cancers aussi tête et cou, puisqu'on est un centre référent en carcinologie ORL, donc on a beaucoup de cancers tête et cou avec des gros délabrements cutanés. Les complications de nos dispositifs en globalité, on retrouve un peu ce qu'on retrouvait un peu les Italiens dans leur littérature, hein, c'est-à-dire que les cathéter-related thrombosis, donc ça c'est les thromboses du haut cathéter, c'est moins de 2%. Les infections en globalité, on est à moins de 4%. On a à peu près 4% là aussi de complications mécaniques. Donc c'est assez proche effectivement de ce qu'on voit, en tout cas dans la vie de tous les jours, dans les études. Et puis donc au total, il va y avoir effectivement 10% d'effets secondaires et il y aura 5% en fait d'effets secondaires qui vont nécessiter une explantation du dispositif. J'ai fait une petite comparaison des chestports et des PICPORT.
en faisant la petite comparaison, donc là aussi, bon, bah, globalement, les âges sont assez équivalents. Il y a un peu plus non, ce que je voulais dire, c'est oui, les âges sont équivalents. Bon, globalement, voilà, la répartition homme-femme est un petit peu la même. Il y a un peu plus quand même de femmes dans les pick-ports parce que, ben voilà, on a quand même pas mal de cancers du sein et c'est vrai que c'est une indication privilégiée. Ce qu'on retrouve en fait dans nos pourcentages-là, en fait, dans les cancers du sein, 100% en fait ont des pick-ports. On a également énormément de pick-ports, plus de 80% de pick-ports dans les cancers tête et cou. Par contre, on a quasiment peu de pick-ports dans les cancers digestifs, puisqu'à cause de la chrono-infusion, on va éviter de mettre en place en fait, ce type de dispositif et plutôt privilégier le porte-à-4 classique. Les complications entre chest-port et pick-port, bah, globalement, c'est assez équivalent. Je ne vais pas reprendre tous les chiffres, c'est redondant, mais c'est assez équivalent. Quand on regarde la totalité des complications, par contre, on a quelque chose qui est assez étonnant. C'est qu'en événements indésirables, on a 16% d'événements indésirables parmi les 67 chest-ports. On n'en a que 8% pour les 145 pick-ports. Et les explantations, ça a représenté 10% pour cause d'événements indésirables, 10% des patients pour les chest-ports, alors que ça a représenté que 4% pour les pick-ports. Donc la question c'était de dire est-ce que le pick-port pouvait être un dispositif de premier choix? Ma réponse, en tout cas à moi personnelle et à mon équipe, c'est oui. Encore faut-il qu'il y ait un choix effectivement éclairé du patient, qu'on respecte bien sûr les contre-indications, qu'on utilise un protocole d'implantation strict, donc en l'occurrence le CIP protocole du Gavel 7, et qu'on maîtrise aussi les autres techniques, parce que c'est pas tout de savoir mettre un pick-port, il faut savoir mettre aussi un chest-port, voire un fick-port, puisqu'on peut être amené effectivement à avoir des problèmes techniques ou des contre-indications à la mise en place de tels dispositifs. Et derrière, bien sûr, il faut avoir un suivi médicalisé post-implantation, c'est important pour gérer toutes les éventuelles complications, mais ça c'est valable pour tous les dispositifs. Je vais maintenant vous montrer donc une petite vidéo, ça dure 3-4 minutes, sur une implantation que je vais commenter. Alors là, donc c'est la mise en place. Donc on choisit notre veine, on va déterminer le diamètre de la veine, on fait bien sûr un champage chirurgical, on va faire une petite anesthésie locale avant de ponctionner, on va faire une ponction donc out of plane, le plus souvent petit axe. On a donc effectivement mis notre petite aiguille 21 gauche, on va mettre notre guide droit en itinol. La petite chose qu'on fait en plus nous systématiquement, c'est de toujours vérifier donc la bonne direction de notre guide. Donc là, vous allez voir que le guide il va apparaître en fait au niveau de la veine axillaire sous-clavière. Donc là, on est assez satisfait. On sait qu'on peut continuer la procédure. La microdilatation avec le microdilatateur 5 French. On va donc utiliser, nous, le pilote de chez Vigon, qui est le CG intracavitaire, pour déterminer effectivement la bonne position de l'extrémité distale du cathéter. Au cours de cette manœuvre, en fait, on va être très embêté parce qu'on n'arrive pas à avoir d'augmentation de l'onde P. On est embêté parce que on ne sait pas où on est, et d'où l'intérêt d'utiliser toujours l'échographe. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise l'argamanu maintenant, et en utilisant l'échographe, en fait, on va s'apercevoir qu'en fait notre cathéter, à chaque fois, il va dans la jugulaire homolatérale à gauche. Donc là, du coup, on peut reprendre notre procédure, retirer le cathéter. On va jouer un petit peu avec le patient, on lui demande de tourner un petit peu la tête, de comprimer la jugulaire avec la sonde d'échographie pour pouvoir monter. Et puis là, cette fois-ci, vous voyez, on arrive enfin à avoir le tracé ECG adéquat qu'on voulait. Donc là, on a déterminé effectivement exactement la position qu'il fallait. Donc on retire donc le désilé pelable. Là maintenant, donc on va commencer donc à déterminer les zones de Dawson, les zones vertes de Dawson en mesurant. On va donc mettre bien sûr la chambre implantable au niveau de la zone verte de Dawson. On fait l'hydrodissection avec notre xylocaline adrénalinée. On fait notre petit tunnel aussi en hydrodisséquant toujours avec un anesthésique local. On fait des petites incisions, c'est des petites chambres, c'est vraiment des chambres pédiatriques. Donc le but, comme je vous ai dit, c'est nous, on ne fixe pas au fascia. Donc vous voyez, on y va vraiment au petit doigt, et puis des petites incisions pour que vraiment la chambre ne se retourne pas. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de fixation. Donc là, on met la chambre. D'ailleurs, on a même du mal à la retirer. Vous voyez, elle passe pile poil. On utilise notre tunisisateur. On va donc raccorder
le bout du cathéter au tunnélisateur. On redétermine bien à quel niveau on avait trouvé donc la bonne position, la jonction entre l'oreillette droite et la veine cave supérieure. Donc là, on doit être à, je sais plus, 27 cm. On va donc mettre la petite bague de sertissage. Là, on va raccorder maintenant notre chambre implantable. Voilà, on prend bien soin de remettre bien la bague de sertissage. On va rentrer donc la chambre implantable dans la loge. Alors souvent, c'est un peu difficile, mais voilà, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de piqûre, hein, puisque ça, malheureusement, ça peut être un risque de dysfonction. Donc bien prendre son temps à bien vérifier tout ça. Donc là, vous voyez qu'on a un petit peu de mal, hein, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. Voilà, on vérifie bien que le cathéter ne se coude pas. On va vérifier le bon fonctionnement du PICC-Port. On va donc voir, on arrive à aspirer du sang sans difficulté, on arrive également à injecter sans difficulté. Et on termine, nous, toujours, même si on a un bon tracé ECG, par un bubble test, ne serait-ce que pour s'entraîner. Hein, et voilà, donc là, on a raccordé donc, nos seringues avec 10 cc de sérum, d'un mélange sérum Phi et de bulles. On prend un cc de bulles et on va injecter donc assez rapidement et déterminer en fait par voie sous-costale en fait, hein, sous-xiphoïdienne, l'arrivée en fait des bulles au niveau de l'oreillette droite. Puis on ferme les points intradermiques, la colle. Et c'est terminé, on ne met pas de pansement, on laisse vraiment tout à l'air comme ça, et les patients rentrent au domicile, tout est fait sous anesthésie locale, il n'y a pas de sédation, il n'y a rien de tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Pascal pour cette présentation très complète. Avant de passer la parole à la salle, moi j'ai deux questions, dont une volontairement un peu provoque. La première, sur le fait que dans ta série, il y a plus d'infections, tu retrouves plus d'infections sur tes chambres en thoracique plutôt qu'en brachial. Est-ce que c'est pas dû au fait que tes deux populations sont tout à fait. Pas du tout les mêmes, c'est clair. Et notamment à l'ensemble de tes patients digestifs qui sont... non, mais tu as tout à fait raison. Ce qui est retrouvé en fait, dans les études du Gavel 7, en fait. Hein, c'est vrai que quand tu prends les études du Gavel 7, on a des taux d'infection qui sont moins de 1%. C'est assez étonnant. En fait, c'est souvent des femmes jeunes qui ont des cancers du sein. Donc, c'est vrai que c'est une population qui est moins à risque que la population que tu décris. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question, un petit peu provoque. Du coup, dans ta dernière diapo, tu dis, en première intention, oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai, puisque finalement, les patients à qui tu les proposes, tu les as déjà sélectionnés en fait. Alors, du coup, tu as certaines pathologies sur lesquelles tu es en première intention et d'autres pour lesquelles tu ne l'es pas du tout. Donc, pour te dire la vérité, nous, on souhaiterait les mettre pour tous les patients. Très clairement, c'est vrai que des fois, on me dit, oui, vous avez des patients cachectiques, il y a un risque de déhiscence, en particulier les patients RL. Mais à contrepartie, ça reste une population qui est vraiment ciblée par les PICC-Port, parce que quand tu te retrouves avec des patients qui ont fait effectivement des trachéotomies, qui crachent dessus, à mon sens, ça me paraît quand même plus judicieux d'aller mettre un PICC-Port que de mettre un chest-port. Ça, c'est très clair. Après, il y a eu la difficulté effectivement des chrono-infusions, où on a le peur de l'extravasation, c'est le patient qui est au domicile, qui s'endort, qui va bouger son bras, l'aiguille se désadapte, et puis il va se retrouver avec une énorme nécrose cutanée, ça va être l'enfer après à gérer. Moi, à mon sens, je ne vois pas pourquoi ça serait une contre-indication très sincèrement, parce que je me dis que en fait, c'est peut-être plus simple de mettre un bon bandage la nuit sur un bras que d'avoir en fait, si tu veux, un simple pansement comme on fait d'habitude au niveau thoracique qui peut tout aussi bien se désadapter. Voilà. Mais mon opinion, alors après, elle vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, c'est en dehors des contre-indications vraiment strictes au PICC-Port, pour moi, c'est tous les patients, quasiment. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Oui, j'en ai une. Bon, d'abord, bravo pour ton film qui est... Je suis là. Salut. Ouais, bravo pour ton film. Salut, qui est vraiment très bien. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as montré la fausse route en jugulaire. Et
C'est extrêmement fréquent, effectivement, en particulier quand on pose en sous-clavier sous écho. C'est souvent qu'on monte dans la jugulaire homolatérale. Et dans ces cas-là, tu as montré ce qu'il fallait faire et c'est vraiment très bien. Moi, ça m'est arrivé souvent et j'ai toujours rectifié le trajet avec le CG uniquement et jamais avec la scopie. Alors, il faut faire effectivement tourner la tête à droite, il faut appuyer, que quelqu'un appuie sur le crocus claviculaire et du coup, ça passe dans la bonne direction. Bon, la question, elle est un peu provocante. Tu as 1,4% de retournement de boîtier. Ouais. Pourquoi tu fixes pas au plan profond ? Parce que, enfin, là, si tu veux, je peux remettre les diapos, mais j'avais autant de retournements que pour les chessports. Puis mais pourquoi tu fixes pas les chessports au plan profond ? Alors, parce que je vois pas, parce que j'ai pas tellement de retournements que ça, tout simplement, et que t'en as ? Ouais, mais t'en as aussi quand tu fixes les boîtiers. Non. Si. Non, Frédéric. Ça arrive. Sur le volume, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même. Ouais. Non, après, si je peux me permettre, juste pour les pick-ports, tu vois bien qu'on fait des petites incisions. Enfin, moi, je veux bien qu'on essaie de fixer, déjà, si tu veux, c'est des chambres pédiatriques, donc c'est déjà des mini-chambres, d'aller les fixer au fascia dans un truc où tu as fait 1 cm, 1 cm, c'est quand même assez compliqué. La particularité du pick-port, nous, on a eu deux flips, 2 retournements. Ça n'a rien à voir avec un chestport. Je parle de chestport, c'est les portes thoraciques. En fait, quand vous avez un pick-port qui se retourne, c'est pas du tout douloureux, vous le retournez vous-même. Ça se retourne en 2 secondes. Et après, la petite astuce, tout ce qu'on fait, c'est que souvent, on laisse après une aiguille de Hubert dedans pendant 5 à 6 jours pour qu'il y ait une espèce de cicatrisation qui se fait autour. Et puis, et après ça, moi, j'ai jamais eu plus de retournement. Alors ça, laisser l'aiguille de Hubert dedans à la pause. C'est que le problème, c'est que si tu la laisses pas, tu as un risque de retournement de nouveau. Ouais. Ça veut dire que si tu veux, la poche est trop grande, quoi. Mais en termes de risque infectieux, du coup, c'est pas vraiment recommandé. D'ailleurs, c'est plutôt recommandé de ne pas le faire. Après, bien sûr, on fait ça dans des conditions d'asepsie rigoureuses. On met bien sûr un pansement. Voilà, on fait tout comme si tu faisais effectivement un patient qui rentrait en domicile pour une chrono-infusion, un peu le. Mais c'est vite de réouvrir, parce qu'à mon avis, réouvrir, ça nous arrive souvent sur des chests thoraciques. Des portes thoraciques où tu rouvres et là, rebelote, 10 jours après, ils ont l'infection. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Alors moi, c'est pas une question provoque. Vous y avez partiellement répondu. Par rapport au confort, une fois que la chambre est piquée dans le bras, par le retour des patients. Alors, pas sans parler de bande ou quoi quand ils dorment, ok. Mais par rapport au confort, au positionnement. Alors, nous, comme j'ai montré, on se met vraiment au niveau du biceps, d'accord ? Donc on évite d'être effectivement, si tu veux, trop interne, parce que sinon ça frotte et puis ça peut effectivement être source d'inconfort pour le patient. Et généralement, nous, le retour qu'on a, il est hyper positif. Et surtout, effectivement, chez les cancers du sein, quoi. Nous maintenant, on commence à être connus dans la région. Des fois, je vais pas dire que les gens viennent exprès pour ça, faut pas non plus exagérer, mais voilà, c'est quand même une valeur ajoutée qui n'est pas insensible aux patients, quoi. En termes, pour compléter sur le confort, en termes de confort de l'un versus l'autre, le problème c'est qu'il n'y a pas d'études qui existent dessus, et c'est un peu les mêmes idées qu'il y avait sur le confort entre les PICC line et les cathéters tunnelisés. C'est pas si évident que ça, lequel est finalement plus confortable pour le patient. Après, au premier abord, le patient pense que c'est sur le bras parce que ça ne se voit pas, donc il voit le confort esthétique tout de suite. Après, le confort à l'utilisation, pour le coup, ça mériterait vraiment des études comparatives parce qu'effectivement, il n'y en a pas, donc on ne sait pas vraiment lequel est le plus confort. Je suis d'accord avec toi. Alors, juste moi, j'aurais une question un peu plus sur la thrombose. Là, vous avez comparé le chestport avec le pickport, mais vous n'avez pas comparé le pic avec le pickport. Et sur les types de cancers, on sait que les cancers digestifs, pas mal d'études d'oncologues ont comparé les traitements PIC versus chestport en montrant qu'il y avait plus de thrombose sur les cancers digestifs sur les PIC que sur les chambres. Du coup, là, on est sur un pickport. Dans le pickport, il y a le mot PIC. Est-ce que vous n'auriez pas plus de thrombose avec des pickports qu'avec une chambre, par exemple, sur ces types de cancers, et la comparaison entre PIC et pickport, justement? Ça m'est difficile de répondre comme ça. Moi, je crois que ce matin, le premier topo, il était très clair, moi j'ai vraiment apprécié, où il y a quelque chose de fondamental, c'est vraiment, je pense, à mon sens, le choix de la veine.
Les PICC lines, souvent, je parle sous le contrôle de mes pairs, mais sont souvent source de thrombose parce qu'à mon sens, souvent, on ne cathétérise pas une veine qui est en fait qui a un bon calibre. C'est souvent parce qu'on ne tunélise pas ou peut-être qu'on n'a pas la technique de tunélisation. Dans les PICC portes, la chose vraiment fondamentale, et c'est pour ça que nous, globalement, on tunélise quasiment tous nos PICC portes, on va vraiment ponctionner très très haut pour avoir un super diamètre de la veine pour éviter effectivement tous les phénomènes thrombotiques. Après, est-ce que si on mettait des PICC portes chez les patients qui ont des cancers digestifs, on aurait une incidence plus élevée de thrombose? Peut-être, ça je... Si, juste pour compléter aussi, c'est dans la question, en fait, à mon sens, ça n'a pas de sens de comparer un PICC line avec un PICC port ou un chest port, parce que de toute façon, ce n'est pas les mêmes indications. On n'est pas censé pouvoir mettre ou l'un ou l'autre. Les chambres implantables, qu'elles soient d'ailleurs brachiales ou thoraciques, elles ont des indications qui, normalement, ne se recoupent pas avec le PICC line sur des traitements itératifs de longue durée. Ça a été assez bien montré dans des études dans les dernières années. Et normalement, on n'a pas vraiment, à part dans des cas très particuliers, mais dans le cas général, on n'a pas de choix entre ou l'un ou l'autre. On n'est pas censé les mettre pour les mêmes traitements. Le cancer du sein est une bonne indication de PICC line et est majoritairement utilisé en Angleterre. Et pourtant, les Anglais ont montré dans des études, et les Français aussi d'ailleurs, sur une étude sur un CLCS de Rouen, que le meilleur dispositif dans le cancer du sein, c'était pas le PICC line, mais c'était plutôt la chambre implantable. En termes de taux de complications et en termes même d'incidence des complications sur le traitement. Moi, si je revenais à une question plus simple, qui était en termes de conseils à vos patients, patientes sur leur vie quotidienne, est-ce qu'il y a des gestes à éviter? Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire, je sais pas moi, leur sport quotidien? Tout à fait. Nous, il n'y a quasiment aucune restriction. Peut-être la seule restriction qu'on demande, mais ça c'est valable aussi pour les portes thoraciques, c'est d'éviter tous les phénomènes d'apnée en fait, d'augmentation de la pression en fait intrathoracique qui risque en fait de mobiliser l'extrémité du cathéter. C'est la seule restriction que je vois. Après, voilà, vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez vous balader, aller randonner. Enfin, il y a pour nous, il n'y a aucune restriction. Bonjour. Pour l'organisation, comment vous faites? Est-ce que vous les voyez en consultation? Vous avez le type de chimiothérapie qui sera fait? Vous mesurez en consultation les diamètres de veine pour le jour J ne pas être surpris? Et combien de temps ça vous prend la pose d'un PICC port? Alors, la consultation, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, mais pour l'instant, par manque de moyens, ça m'est compliqué. Donc généralement, les dossiers sont vus avant. En fait, on a donc les oncologues, le plus souvent, nous envoient les patients. Ils font une demande, donc en fait, ils nous remplissent une demande où en fait, on a un maximum de renseignements. Moi-même, je vois la plupart des dossiers pour vérifier que l'indication déjà est valable, pour déterminer déjà à l'avance éventuellement si je vais mettre un PICC port ou un chest port. Maintenant, même nos cancérologues, ils ont pris l'habitude aussi, quand ils ne veulent pas de PICC port, de nous le dire, pour une raison. Alors ça peut être parce que c'est un cancer digestif ou parce qu'ils risquent d'avoir du 5FU ou parce que c'est le choix du patient. L'organisation, en fait, elle est faite que le matin de la pause, en fait, les infirmiers anesthésistes qui sont des délégués, en fait, vont prendre un espèce de questionnaire et puis bon, ils vont effectivement poser les questions aux patients pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. On regarde les bilans et puis la veine, en fait, on va, comme je vous ai dit, on fait le RAPEVA, c'est-à-dire avant le champage, on va essayer de déterminer quelles sont les veines les plus adéquates et on prévient quand même les patients avant. On leur dit voilà, on va vous mettre un porte brachial, ça va être au niveau du bras, mais encore faut-il qu'on ait une bonne veine. Parce que ça peut arriver, malheureusement, ça nous est arrivé quelques fois où on a dit aux patients désolé, on ne peut pas vous mettre de. Bon, après, ils sont déçus, mais. Et là, globalement, il faut. Ouais, c'est 40 minutes, 40-50 minutes, là, tout compris. On parlait là de consultation avant. Juste par curiosité, qui dans son centre a une consultation pré-pause? Ouais, c'est bien. Voilà, bon, ok. Globalement, il n'y a quasiment aucun centre qu'en fait. On devrait, normalement, c'est censé être une obligation légale. Ouais. On va faire un geste, on est censé informer les patients, mais on voit bien que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire.
J'avais une question sur est-ce que dans votre centre, vous rincez épisodiquement les portes à 4 ? Alors, nous, une fois qu'on a mis nos portes à 4, je ne vais pas dire qu'on ne voit plus les patients, on les voit que s'il y a des complications. Mais après, c'est des recommandations qu'on fait. Alors, donc généralement, ils ont leur cycle de chimiothérapie. Donc, normalement, ils ont les rinçages avant et après leur cycle de chimiothérapie. Et puis, quand ils ont fini leur cycle de chimiothérapie, voilà, nous, de coutume, on leur dit voilà, que ça serait bien que tous les 3 mois, il y ait un rinçage. Est-ce que c'est fait ? Ça, je suis incapable de vous dire. Mais oui, ça serait une bonne pratique. Puis l'autre bonne pratique, c'est de les retirer, en fait, quand on n'en a plus besoin. Ça a été dit encore ce matin. Très bon topo. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus besoin, il faut les retirer. Mais encore maintenant, récemment, j'ai eu encore un patient, ça faisait 6 ans qu'il avait son porte à 4. Ça a été mis par un chirurgien et puis il a eu le phénomène pinch-off. On s'est retrouvé avec le porte à 4 qui avait migré en intraventriculaire. Le fameux au cas où. Ouais. Le cas où, ouais, au cas où. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant le bubble test. Est-ce que vous le faites en systématique sur vos PICC-line, PICC-port, etc. Et est-ce que, en plus, vous réalisez une radio du thorax de contrôle ou le bubble test suffit pour le type Nous, on utilise le bubble test. Alors, la panacée, ça va être le CG intracavitaire, ça c'est très clair. Le bubble test, on le fait en systématique pour une question d'apprentissage. Parce que voilà, c'est pas quelque chose. Alors personnellement, moi je savais faire de l'éco-cœur, mais moi mes infirmiers savaient pas faire d'éco-cœur. Donc voilà, donc je les ai formés effectivement à utiliser la voie sous-xiphoïdienne, à utiliser la 4 cavités en apical, et on le fait en systématique, en particulier sur des patients faciles, pour que le jour où on est embêté, où on se retrouve effectivement avec un patient, soit parce qu'il a une arythmie ou il a un pacemaker, ou des fois ça peut arriver, voilà, on n'a pas de tracé ECG, de faire notre bubble test. Le bubble test, nous, on s'y fie parce que par expérience, on a déjà eu effectivement des bubble tests où on se retrouvait avec des patients qui avaient un bubble test à 1 seconde et demie. Et en fait, bingo, c'était clair, le cathéter, il n'était pas au bon endroit. Donc on avait commencé à faire des radios. Là, nous, maintenant, si on a un bubble test qui est fiable, parce qu'on n'a pas eu de problème technique à la mise en place du PICC-line, qu'on a un bubble test qui est fiable, c'est-à-dire qu'on a en moins d'une demi-seconde, on a l'apparition effectivement des bulles au niveau de l'oreillette droite, on s'en tient là parce que à la fin, la radio de thorax, c'est pas non plus, la panacée pour confirmer la bonne position. Ça dépend de l'inspiration du patient, ça dépend des incidences. Parfait. Donc on n'en fait pas, non. Ok. Et deuxième question, est-ce que vous avez un taux d'échec pour monter le cathéter qui est important, et est-ce que vous utilisez la scopie dans ces cas-là ? Non, jamais la scopie, on n'utilise pas du tout la scopie, l'échographie. Ok. L'échographie, franchement, c'est quelque chose, tu vois ce que tu fais en fait. Donc ça c'est génial, tu vois la mauvaise direction de ton cathéter, tu peux retirer, tu vois tout en visu, quoi. Donc non, surtout pas de scopie. J'ai une question, j'ai été un peu choqué entre guillemets par la conclusion moi aussi. Alors moi je travaille dans un CLCC essentiellement avec de la scénologie et de l'ORL. Je trouve qu'il y a plein d'indications qui sont très très bien. Par contre en scénologie, déjà la jeune fille avec la petite photo, je pense qu'on peut aussi lui mettre une sous-clavière avec 2 cm sans que ça se voit. Non, mais je trouve ça très bien. Mais par contre, quand elles ont eu un curage, mettre une chambre implantable, si jamais la dame elle a une infection, ça peut retarder sa chimiothérapie. Donc je ne dis pas qu'il faut l'interdire dans ce cadre-là, je dis juste qu'au lieu de dire, qu'en disant on peut en mettre à tout le monde, je pense qu'il faut peut-être... Alors nous, donc quand il y a des chimiothérapies néoadjuvantes, le PICC-port, on le met en contrôle latéral, on ne le met jamais là où il y a le cancer du sein, ça c'est très clair. Après, on essaie toujours de mettre en contrôle latéral de là où il y a eu éventuellement une intervention. Après, je trouve pas ça choquant d'aller mettre effectivement de façon systématique un PICC-port à des jeunes filles qui ont un cancer du sein. Au contraire, moi je trouve que le vécu des patients, il est quand même important. Non, c'est pas ce que je dis, c'est de se poser la question, si elles ont eu un curage de l'autre côté, est-ce que le PICC-port brachial est forcément la meilleure solution par rapport à une chambre préthoracique? C'est ça que je suis en train de dire. Et qu'à un moment, s'il y a des gens qui entendent ce message, on va avoir une demande, on peut avoir une demande
moi, avec un cura, je me pose la question. Mais de toute façon, on est d'accord que c'est une contre-indication. De toute façon, le PICC-PORT, comme le PICC-LINE. Oui, mais moi, c'est dans le cadre. Vous allez avoir une infection. Ouais. Et comment je continue la chimiothérapie? Mais vous pouvez avoir une infection aussi avec un porte-à-4 thoracique. Oui, mais à ce moment-là, je peux lui mettre, éventuellement, je peux lui enlever le porte-à-4 et lui mettre un pic dans le bras. En fait, ça m'enlève, c'est juste ça que je dis, ça peut enlever, mais je vous dis, je suis peut-être biaisé. D'accord, ok, non mais... Je suis peut-être biaisé par le fait de faire beaucoup de scénologie. Alors, nous, vous avez beaucoup d'infections en scénologie? Non, mais il y en a. Enfin, voilà, c'est comme tout, même s'il y a 1 ou 2%, est-ce qu'on se dit 1 ou 2%? Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut mettre des PICC-PORT à tout le monde. Très sincèrement, moi, c'est simplement, je me dis, voilà, effectivement, pourquoi on a mis des chest-ports pendant des années, on continue à en mettre. Il y a une alternative. Alors après, effectivement, je pense que c'est justement, c'est au GIFAV d'un peu de se positionner, de peut-être, aux gens qui ont un peu plus d'expérience de moi, de déterminer, pourquoi pas, dans quelles conditions on le met, pour quel patient, pour quelle durée. Enfin voilà, mais maintenant, moi, personnellement, en tout cas avec l'équipe, ça fait. Alors c'est sûr que ça fait même pas 1 an qu'on en pose. On est très très satisfait et le retour des patients, il est très satisfait. Et les complications infectieuses, en tout cas au niveau scénologique, j'en ai pas eu en tout cas. Peut-être que le jour où j'en aurai, je me poserai la question. Merci. Merci beaucoup Pascal. On arrive à la fin de ce symposium. Merci à tous d'y avoir participé.